Merci beaucoup Rémi. Je vais te demander de prendre place pour notre dernière table ronde et je vais de nouveau appeler aussi les derniers orateurs à se joindre à cette table ronde. Beaucoup à la hache, bien. Alors des interventions passionnantes et j'imagine, j'espère qu'il y a encore des questions du public. Petite information, donc le prix à l'innovation se fera à 17h pile, sachant que la personne, Madame Ayer, qui doit remettre ce prix arrivera exactement à 17h, donc on va dire, le temps de poser des questions, de peut-être remonter une dernière fois l'exposition pour se retrouver ici à 17h. Mais j'ouvre ici et je donne la parole volontiers au public pour des questions. Bonjour, j'ai deux questions. La première à Rémi Bouzet. Vous avez parlé des fuels pour la marine. J'ai déjà entendu parler d'un projet norvégien qui utilisait les sous-produits de l'exploitation forestière et de la pêche. Mais par contre, ils n'arrivent pas à remplacer totalement leur fuel. Est-ce que votre produit est un produit où on remplace complètement, on n'a plus de produits à base du pétrole et on a uniquement ce nouveau produit à base biologique, ou est-ce que c'est également, vous visez un marché mixte dans ce produit? Et la deuxième question, pour peut-être tous les acteurs, quelle est l'importance de l'essence de l'arbre, du bois dans vos projets? Est-ce que, par exemple, entre le résineux et le feuillu, vous avez des différences? On parle de taux de tanin, de lignine, je ne m'y connais pas trop. Est-ce que là, il y a des différences et quelles sont les essences que vous utilisez plus et qui sont plus adaptées au marché, on va dire, de la chimie? Je vais peut-être commencer. Je vais commencer par la deuxième question. Donc, le bois joue un énorme rôle. Chaque type de bois ou de biomasse en général a une autre lignine. C'est la cellulose aussi d'ailleurs. Et ça rend le changement d'une biomasse à l'autre compliqué. Je vais laisser les autres me soutenir peut-être ou avoir d'autres avis. Pour la question du fuel, nous, on a un problème similaire, ou pas un problème, mais c'est difficile de remplacer avec une substance tout le fuel marin. Aujourd'hui, le fuel marin, en fait, c'est le déchet de tout ce qui est lourd, qui ne vole pas dans ces crackers et les distilleurs. Et après ça, en fait, la flotte marine, c'est la poubelle de l'industrie pétrolière décentralisée sur le monde dans des eaux internationales. Donc, ça simplifie le problème. Donc, on se bat contre un produit finalement qui est aujourd'hui déjà un waste. Donc, c'est hyper bon marché. Et c'est quelque chose, en fait, les moteurs ont été adaptés pour brûler ce fuel. Donc, c'est pas un fuel qui est fait pour le moteur, le moteur est fait pour le fuel. Donc, maintenant, il y a toute une transition. Comment on part de ça, aller vers quelque chose d'autre? Et nous, ce qu'on fait, c'est en fait des additifs. Donc, on va faire un fuel à base de méthanol, probablement. Et le méthanol, c'est le solvant pour des molécules plus lourdes du type lignine qui vont en fait complémenter et permettre d'avoir une combustion bien, utiliser tous les déchets. Et c'est dans cette direction qu'on va. Donc c'est une combinaison, mais avec un alcool léger en fait. Et, moi, je vais répondre à la deuxième question par rapport au tanin. Je vais laisser pour cellulose et hémicellulose, parce que plus que moi je travaille plutôt avec le tanin. Le tanin, on a un peu plus de chance. On peut avoir, par exemple, il y a un type de tanin qui s'appelle quebratio, un autre mimosa, et leur différence dans la structure chimique elle est presque nulle. C'est presque exactement la même chose. Mais après, si on est avec du chestnut, là, c'est complètement différent au niveau de la structure. Où je rejoins mon collègue, c'est que par rapport à un certain bois ou un autre, il y a le tanin qui peut être le même, mais du coup, on aura aussi d'autres molécules qui vont être extraites, par exemple des sucres, des petits sucres. Et ça peut changer beaucoup entre un arbre et un autre. Mais avec certains tanins, on peut avoir semblable, mais il y a quand même aussi des différences en dépendant de la source de laquelle on extrait le tanin.
Moi, je suis de marketing et je ne peux pas parler de molécules, excusez-moi. C'est pour les experts, excusez-moi, mais j'aime le concept de bioraffinerie, de la ressource bois, mais après, c'est votre chance, c'est votre travail. Mais après, dans le cadre d'une bioraffinerie, ce sera un peu moins important parce qu'on va casser en petits morceaux. Donc même si c'est de compositions différentes des arbres, finalement, on va quand même retrouver les composants qu'on veut de base. Peut-être pour des matériaux, là, on a un peu plus de complications parce que des différences après peuvent entraîner des grandes différences. Des petites différences peuvent entraîner après des grandes différences au niveau des propriétés mécaniques. Ouais, moi je peux juste encore rajouter quelque chose que tu as dit qui est vraiment... C'est en fait la processabilité qui va jouer un grand rôle. Donc typiquement avec du feuillu comparé à du résineux. Avec le résineux, on a la résine. Donc le procédé en fait va être pollué entre guillemets par cette résine. Donc il faut l'enlever avant. Ou il faut, et du coup, c'est vraiment ce côté d'arriver à extraire ça en grande échelle. Et ces petites variabilités, donc une petite molécule qui est peut-être que quelques pourcents en fait de la masse totale, mais si elle se retrouve au mauvais endroit, ça peut vraiment faire tomber tout le château de cartes. Et peut-être un dernier complément, et je reprends un peu ce que Swisswood Solutions nous a présenté ce matin. C'est un concept sur lequel on travaille aussi, c'est l'intelligence artificielle couplée au procédé d'extraction des chimies. On arrive aussi avec cette intelligence de caractériser certaines provenances de bois, de molécules, et puis de faire aussi que le processus puisse s'adapter en fonction de ces variabilités. Donc là, il y a aussi beaucoup de potentiel dans ce domaine-là. Oui, Benjamin. Alors moi j'avais une question pour Louis. Tu as dit qu'on extrayait les tanins de l'écorce et qu'ensuite l'écorce était quand même brûlée. Est-ce que du coup on perd de la capacité calorifique ou est-ce qu'on en gagne comme les tanins sont ignifuges? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Alors j'ai pas de chiffres, de numéros à donner, mais bon après c'est clairement, vu qu'on extrait le tanin, on va dire perdre un petit peu de l'énergie qui peut être produite après. Mais il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui produit très peu d'énergie. Donc en fait, le brûler, c'est pas non plus une très bonne exploitation. Donc on est enlevé le tanin avant et que du coup, ils perdent un petit peu. C'est pas dramatique, en tout cas à mon point de vue, c'est pas dramatique parce que de toute façon, ça va pas produire énormément d'énergie de le brûler. Oui. Tout d'abord, merci pour cette journée de l'innovation et qui a ouvert un champ des possibles assez incroyable avec le bois. Je crois qu'il manque que l'alimentaire globalement, mais pour tout le reste, on va pouvoir le faire en bois. Moi, je trouve excellent l'idée que le bois soit le nouveau pétrole, d'autant plus que c'est local a priori. Mais ma question, c'est est-ce qu'on ne va pas arriver à une surexploitation du bois? Est-ce qu'on va avoir assez de bois? Si ça devient le produit de base, qu'en est-il? Et par rapport à la production de bois, voilà, est-ce que là-dessus, il y a aussi des réflexions, puisque j'imagine que ça va nécessiter des sacrées productions qui seront locales. Mais... Je laisse peut-être Rémi répondre d'abord, en tant que gros consommateur, futur gros consommateur. On reçoit cette question très, très souvent. Je pense qu'en fait, la réponse réelle à cette question, elle est plus sur la décroissance ou se poser la question, est-ce que c'est censé de consommer 100 millions de barils de pétrole par jour? Et si ça ne l'est pas, comment est-ce qu'on va faire pour réduire ça? Et ça n'a rien à voir avec le fait, est-ce que c'est possible d'utiliser du bois pour faire des produits qui nous aideront à rendre notre vie plus agréable? Et pour répondre à la question, ce que nous on fait, c'est on va vraiment chercher aujourd'hui, on est un petit consommateur de bois, beaucoup plus petit que Lenzing, donc peut-être vous pourrez rajouter quelque chose. Nous on le source encore en Suisse, on sait où l'arbre a poussé, un peu dans ce sens-là, mais on se pose beaucoup de questions à ce sujet. Comment est-ce qu'on va utiliser des labels? Donc il existe des labels, il existe des structures, des gens qui se posent ces questions et nous on va s'adapter à ça, mais n'empêche que c'est le consommateur qui va décider de la quantité qui va être utilisée, et qu'on utilise du pétrole ou du bois, c'est dans les deux cas très mauvais pour l'environnement. Donc ça renvoie ma question au consommateur finalement.
Alors moi, autant que chimiste, j'ai pas vraiment de chiffres à donner par rapport à ça, mais un truc qu'aussi on peut envisager, c'est après dans un deuxième temps, quand la technologie elle est mise en place. Par exemple, on parlait avant de la mer, il y a aussi les algues qui peuvent aussi dans le futur avoir un certain intérêt au niveau dans le même sens, extraire certains composants. Et du coup, là, on a pas mal de surfaces exploitables dans ce sens-là. Ouais, si on pousse un peu la réflexion, c'est que là où on a de la matière carbonée, donc on l'a vu dans ces molécules chimiques, on a un fort potentiel, puisque le pétrole, à l'origine, il ne faut pas oublier qu'il est né à l'origine par des plantes qui ont été en fugue, soit des fougères, des arbres. Et c'est pour ça que cette approche aussi avec la fibre de noix de coco est intéressante pour nous. Si on est sur des cycles plus courts dans le domaine de l'agronomie, on a de nouveau un fort potentiel aussi qui peut être complémentaire. Et laisser assez de matière en forêt, éviter la surexploitation. Donc je pense qu'il faut aussi, maintenant qu'on ait cette approche globale, c'est pour ça que nous, dans la recherche, on se rapproche fortement du domaine de l'agronomie, où là, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, de la forte mécanisation, il ne faut pas sous-estimer ce secteur-là. Donc il peut nous produire en grande quantité des matériaux de bonne qualité. Et ayant travaillé dans le passé dans le domaine des panneaux de particules, je peux vous dire que les gros investissements aux États-Unis, maintenant, c'est des panneaux à base de paille. Donc, il y a beaucoup de nouvelles usines qui voient le jour et les fabricants ont dû s'adapter pour travailler sur des cycles courts, donc essayer de récolter, de stocker cette paille sur des périodes très, très courtes. Donc, voilà, il y a de la place. Je pense que c'est une question de gestion qui est avant tout ici à régler. Merci. Ça marche. Je crois qu'il fonctionne. Excusez-moi. Je pense que c'est peut-être important à ce stade de corriger quand même peut-être une impression qui a été donnée, que ce soit en Autriche, Maison Lenzing, en Allemagne ou surtout en Suisse. L'exploitation des forêts qui est faite aujourd'hui est absolument durable. Il n'y a aucun risque, monsieur, pour répondre à votre souci, aucun risque d'exagérer, d'aller trop loin, de surexploiter ces forêts. Ça, je pense que ça doit être dit. C'est tout à fait positif d'exploiter nos forêts. C'est d'ailleurs même, on appelle ça même le moteur, par exemple, de la biodiversité. Nos forêts doivent être exploitées. Et la manière dont on le fait en Suisse et dans les pays européens, il n'y a absolument aucun souci à avoir. Une question derrière. J'ajouterais juste, c'est la question de coût après. Voilà, il y a tout à mettre dans la balance. Sachant qu'on a vu les investissements et les coûts que nous imposent les produits pétroliers, les bas coûts. Voilà, c'est notre ennemi. De même que le béton dans les matériaux de construction est aussi en ce moment, pour l'instant, notre ennemi. Oui, une question derrière. Oui, Jean-Luc Sando, je parlerai demain sur les structures en bois. Pour rebondir sur les forêts, puisqu'aujourd'hui on a quand même parlé forêts et ressources, on a la déforestation humaine qui est relativement bien contrôlée, qui se réduit. Par contre, on est en train de voir arriver une nouvelle vague de problématiques forestières qui est tout le dégât collatéral du réchauffement climatique sur la forêt. Donc vous avez d'un côté le bois est la solution, mais d'un autre côté le bois est la victime. Et donc, toutes les réflexions qu'on a aujourd'hui et ces nouvelles pistes d'utilisation de cette ressource doivent être projetées maintenant pour les 30 prochaines années avec le fait que la ressource va produire des bois abîmés, des bois cassés par le réchauffement et qu'il faudra essayer de faire quelque chose avec et pas les mettre à la poubelle. Donc, le réchauffement climatique nous amène chaque jour des nouvelles exigences ou des nouvelles contraintes et tout ce travail d'innovation et tout ce développement, évidemment, doit prendre en compte ces nouvelles données stratégiques de la forêt. Oui. Alors, tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu ce qu'on a montré ce matin avec Fagouz, qui lui a misé complètement sur, sans parler trop de réchauffement, mais sur le hêtre, sans sous-exploiter. C'est un modèle d'affaires peut-être risqué, sachant que l'hêtre peut être aussi menacé, mais je crois que c'est effectivement toujours quelque chose qu'on doit avoir en arrière-pensée. Une question, oui.
Voilà, bonjour. Merci aussi pour l'organisation de ces belles journées. J'aimerais d'abord commencer par saluer le génie innovant qu'on entend ici dedans. J'aimerais saluer aussi le courage d'entreprendre dans ces domaines-là qui sont des alternatives, on l'a entendu. Et on se réjouit déjà que ces alternatives deviennent le standard. On a aussi entendu ce mot tout à l'heure. Je rebondis un peu sur ce qui a été dit par rapport à la durabilité et les forêts. En Suisse, on a effectivement un standard très élevé de la gestion des forêts. Par contre, on a une limite qui est quand même là, qui est donnée. On a 10 millions de mètres cubes de bois qui poussent par année dans nos forêts. 8,2 millions serait le potentiel durable d'exploitation. Si on va au-delà de ces 8,2, on prétérite à toutes les autres fonctions, à la régénération naturelle des forêts et à la biodiversité. Donc on a quand même encore une petite marge en Suisse, sachant qu'on utilise environ 5 millions. Donc 3,2 millions serait encore quelque chose qu'on pourrait pusher sans prétériter justement à cette régénération naturelle des forêts. J'aimerais faire le lien aussi maintenant à ce qui a été dit tout à l'heure sur les impacts du réchauffement climatique, parce qu'effectivement, ce que la forêt va nous livrer dans le futur ne sera plus ce que la forêt nous livre actuellement. On est ici déjà dans des cas limites, on est au bout de notre latin dans certaines régions du pays et on doit trouver des solutions aussi pour les propriétaires forestiers aussi d'avoir des débouchés sur ce bois. Donc, d'où la pertinence de parler aujourd'hui de ces fibres, de tout ce qui sort maintenant en plus de cette forêt, donc des produits supplémentaires. Donc de réfléchir peut-être à la base, en tant que propriétaire, on en a plusieurs représentés ici dans la salle aussi, quels sont les débouchés outre le bois traditionnel. Maintenant, ce que j'aimerais encore amener dans cette discussion, et vous retournez peut-être la question, on a eu avant la demande, qu'est-ce qu'il en est, résineux, feuillu, qu'est-ce qui se passera ici? On entend souvent les demandes au niveau fédéral, au niveau suisse. Quel sera notre Brotbaum, qu'on dit en allemand? Quel sera l'arbre qui va nous livrer notre pain du futur? Et justement, là, la question, elle s'ouvre sur un panier d'essences qui vont sortir de nos forêts. Nos forêts, on doit les amener non seulement dans la durabilité, mais dans la résilience dans le futur. Et le panier d'essences qui sera là, ce sera un mix. Donc on sera dans un mix d'essences qu'il faut considérer et la recherche part souvent sur l'une ou sur l'autre essence. Il va falloir, parce que la ressource, la forêt de base va nous amener ici un mélange d'essences, réfléchir en termes déjà plus, pas intégrés, mais en tout cas qui intègrent la mixité à la base. Donc j'inviterai effectivement aussi la réflexion là-dessus et j'aimerais entendre dans vos expériences comment vous intégrez cette question du mélange en fait des essences, de mélange de ce qui va venir de la forêt du futur. Je peux dire seulement que pour les fibres, on utilise beaucoup le hétero parce que la résine c'est plus bas et le sapin ce n'est pas correct pour notre production. On peut utiliser seulement 5% de épicéa et comme ça. Mais je ne sais pas, pour les autres utilisations, c'est mieux le sapin ou des autres arbres. Alors par rapport à ça, je m'excuse, mais c'est des chiffres je sais rien. Moi, je suis chimiste, moi, je sais faire l'école, mais là, je dois admettre que je manque de connaissances sur quel serait l'arbre typique. Après, j'ai envie de rester optimiste et me dire que vu que j'extrais le tanin, s'il y a des défauts, alors il faudra considérer qu'il y aura une quantité plus faible, mais tant un extrait qui est extrayable, peut-être quantité sera affectée, mais pas qualité. Ouais, moi je peux pas non plus arriver avec une expertise, vous avez certainement une expertise plus avancée, mais je pense que dans ce genre de questions, surtout quand on pense à dans 50 ans, en fait on est plus passif, c'est-à-dire on va devoir s'adapter à un changement climatique. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que la forêt suisse sera dans 50 et encore moins dans 100 ans. Et maintenant, il faut vraiment, en fait, si le mix est nécessaire, il faudra avoir des technologies derrière qui sont capables d'absorber ce mix pour faire les produits dont les consommateurs ont besoin. Et ça va être un dialogue, finalement, entre la technologie de ce qui est possible et ce que le climat nous laisse faire. Et là, je peux aussi donner des exemples. On parle à des industriels qui avaient une habitude de travailler avec certains types d'arbres qui en fait regardent plus de types différents
part des raisons très business, parce que une maladie qui toucherait l'espèce en question, c'est un risque énorme sur leur chart de management. Donc ils vont dire comment est-ce qu'on peut en fait dérisquer ça, et un des moyens c'est d'aller vers une variabilité ou en tout cas arriver à travailler avec un mix. Alors, prenons le problème un tout petit peu différemment. Est-ce que dans une bioraffinerie, vos process d'extraction pour obtenir telle ou telle matière, est-ce que les process sont facilement réadaptables pour passer d'une essence de bois à l'autre de manière à être souple? Ou est-ce que le process est lié à une essence? Et alors, toute l'industrie est à genoux parce qu'on lui change d'essence. Ouais, donc je peux que parler pour notre procédé, mais le procédé fonctionne avec toute biomasse lignocellulosique. Donc on fait des corn cobs, donc les raves de maïs, autant qu'on va chercher dans toutes les sortes de bois, dans les coquilles, noisettes, un peu tout ce qui traîne, tout ce qui contient de la lignine nous intéresse, et le procédé fondamental fonctionne. Le problème, c'est la mise à échelle, en fait. C'est qu'on ne peut pas simplement dire à l'usine, le lundi, elle fait du hêtre, le mardi, elle fait de l'épicéa, et ensuite on met encore des coquilles de noisettes. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on apprend sur la mise à échelle de l'être, parce qu'on va faire plein d'erreurs avant d'arriver à un truc qui marche, c'est du savoir transférable, je dirais, vers ensuite, si on dit maintenant il faut qu'on valorise les coquilles de noisettes, il y a plein d'erreurs qu'on pourra éviter sur le chemin. Donc la réponse, c'est pas complètement invariable, disons, mais on apprend beaucoup, ce qui nous permettra dans 50 ans d'être beaucoup plus efficace dans ces procédés. Si on doit changer de matière première. Alors, 2 questions. Je suis en train de voir parce qu'on a... Mais profitons-en. Le débat est ouvert. Je trouve ça passionnant. Donc, on va encore prendre des questions. Et puis, on repoussera un petit peu l'apéro et la remise des prix. Si c'est d'accord pour toi, Sophie. Je prends encore quelques questions. Alors, profitons-en. Je trouve que c'est un bon débat. Claude, oui. Oui, la question qui a été posée sur la disponibilité de nos forêts est majeure et la réponse est extrêmement importante. Et je me réjouis que le patron à l'Office fédéral de l'environnement des forêts, M. Reinhardt, ait donné les précisions qu'il a données tout à l'heure. Vous avez dit que nous avions en quelque sorte une disponibilité, je parle uniquement des rapports de 10, qu'on en utilise 5, en effet, on n'utilise que la moitié de ce que la forêt produit, et qu'il serait raisonnable d'aller jusqu'à 8. Et c'est la marge. Parce que voyez-vous, on passe un après-midi assez extraordinaire où on porte le bois sur le haut du podium, sur les usages qu'il peut avoir. Et en termes de communication de ces rencontrements du bois, il faut pas qu'on s'expose à des critiques qui seraient celles précisément qui étaient sous-jacentes tout à l'heure. C'est magnifique ce que vous faites, mais est-ce que vous n'allez pas compromettre la forêt suisse? Et des gens s'y emploient déjà. Des gens s'y emploient déjà, d'où l'importance de la réponse. Et vous avez une marge. Vous avez une marge. Autrement dit, dans la communication liée à cet après-midi, liée à cette journée, il sera vraiment très très important de dire que nous avons passé un après-midi qui ouvre des perspectives d'utilisation du bois extraordinaires, qui montre que le bois est un matériau moderne, qui est un matériau innovant. Il n'y a aucun autre matériau qui se positionne de cette manière-là. Et d'ajouter que la forêt suisse, dont l'exploitation est exemplaire, a la capacité en effet de répondre à une bonne partie de ces demandes. C'est donc essentiel de montrer qu'il y a une cohérence entre ce que vous portez, parce qu'on a un certain nombre à être très impressionnés par l'ouverture à laquelle nous assistons, même si on connaît un peu la filière. Franchement, une journée comme celle d'aujourd'hui et qui nous montre où on va, les possibilités qu'il y a, c'est génial. Mais nous devons véritablement, on ne peut jamais parler d'une action du bois sans traiter la filière dans sa totalité. Si on sort de ce schéma d'approche, véritablement, on perd notre crédibilité. Et la journée est trop bonne pour qu'on perde notre crédibilité quand on sort de là et on sort avec de l'espoir, de l'espérance, avec une réponse par rapport au changement climatique notamment, en tout cas une réponse de gens responsables sur le plan du développement durable. Je voulais me permettre de souligner cela parce que je le vois comme responsable de l'IGNOM à Genève. Déjà aujourd'hui, quand on se montre dynamique dans nos démarches pour le bois, on a des remarques de ce type.
mais vous avez l'intention de déforester notre pays. On a déjà ces remarques. Donc, il faut anticiper, avant qu'on nous dise des sottises pareilles, il faut anticiper pour être très très clair dans le message. C'est la raison pour laquelle je me permettais d'insister sur quelque chose qui me paraît vraiment essentiel. Merci Claude pour cette précision, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'insiste sur le fait que voilà, toute communication doit se faire dans ce sens-là. C'est qu'on a la chance d'avoir une filière et une bonne continuité entre la ressource et l'utilisation. Donc, soyons innovants et communiquons de façon convaincante. Oui, une question. Moi, je rebondirai là-dessus aussi, avant de poser ma question, c'est que globalement, en Europe, on a de la chance avec des forêts qui vont, enfin, si on sort un peu de l'échelle suisse, l'Europe, ça reste tout petit à l'échelle planétaire. On a des forêts qui sont en très bonne santé, on a les plus gros producteurs entre l'Allemagne, la France, la Finlande. Donc globalement, en fait, c'est une situation qui va bien. Personne ne s'étonne des coupes de blé chaque année. En fait, le cycle de forêt est un peu plus long, en tout cas, mais en fait, on a vraiment une ressource qui est disponible et qui est magnifique. Donc merci pour tout ça. Après, moi, j'en viens à ma question qui est beaucoup plus terre à terre. Donc, c'est pour vous, Louis. Vous avez parlé de vernis, en fait, finalement unifuge. Et je voulais savoir, en fait, en structure bois, en fait, on a toujours la capacité R30, R60, donc une capacité de résistance de 30 minutes, 60 minutes, voire plus. Est-ce que votre vernis, en fait, ou vos perspectives, en fait, avec les tanins, pourraient amener une résistance au feu avec un vernis, par exemple, de 30 minutes? Est-ce que vous avez déjà fait ces essais-là, ou voire plus? Alors que je sache, je crois qu'on n'a pas testé. Alors, je crois que pour l'instant, les propriétés ignifuges, on les a testées au niveau des résines qu'on développe avec. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu. Alors, il n'y a pas eu. Comme je disais, par rapport à la peinture, qu'on met le tanin pour empêcher que la formation de bactéries ou de algues. Maintenant, on est en train de voir si ça va avoir un effet sur la peinture, sur le revêtement qu'on a fait. Mais je crois que pour l'instant, on n'a pas encore fait d'études pour savoir si vraiment le tanin par lui-même mélangé à quelque chose comme ça peut apporter une caractéristique ignifuge. Dans le sens, comment dire ça, parce qu'il y a la propriété intrinsèque, on va dire, du tanin, mais quelque chose qui va aussi influencer la combustion, c'est la taille de la molécule, si c'est très grand, si c'est un petit polymère, si c'est un grand polymère. Il y a la forme de l'objet qui va être aussi important, si certaines parties... parce que par exemple, nous on a montré des composites, on peut avoir un composite qui va brûler, et si tout d'un coup il est exposé, ben du coup les caractéristiques du matériel final, ils vont être plus basses. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de résine, ça a clairement un effet ignifuge très significant, très important. Et je ne peux pas dire beaucoup plus, mais par exemple, dans un projet que je fais, on a on compare une résine qu'on développe avec les tanins, avec une résine PF qui contient en plus une très grande partie d'un minéral, une poutre minérale pour faire d'ignifuge, et on est à des valeurs assez semblables, quoi. Sans utiliser, nous, de notre côté, aucun produit ignifuge supplémentaire comme c'est fait dans l'industrie. Donc, pour faire bref, en matériel, oui, c'est ignifuge. Après, en revêtement tel quel, peut-être là, il n'aurait pas les si bonnes propriétés qu'on obtient maintenant aujourd'hui avec nos résines. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si on prend... Ouais, on peut en discuter après si vous voulez. Voilà, je crois qu'on va tout doucement quand même approcher et clore ce débat qui est très très passionnant. Moi qu'il y a encore une question. Je ne vois plus de main levée. Je vais essayer, Claude, de jouer avec le temps. On va voir, mais j'aimerais bien peut-être encore conclure quand même cette journée. On a eu des beaux messages. Merci Claude pour ces beaux messages. Et ce que je retiendrai, c'est vrai qu'on a vu, j'étais moi-même de nouveau, je suis toujours épaté par ces nouvelles technologies, ces avancées, ces matériaux. Et on l'oublie aussi peut-être qu'avant tout, une des ressources qu'on a en Suisse, c'est le bois. Il y a peu de ressources de matières premières, mais avant tout, on a des belles forêts dans du bois. Donc oui, jouons avec cette marge-là. On a un magnifique laboratoire, je le dis toujours, et je travaille beaucoup dans un contexte européen. On peut se permettre beaucoup de choses. On a une proximité.
Sur une journée, on arrive à mettre en contact une dizaine de start-up, on voyage facilement, on a une très très bonne formation, on a de l'innovation. On a du financement qu'il faut peut-être encore aller chercher. Je sais, Claude, il y a des places financières et je pense, j'imagine qu'on arriverait aussi à motiver peut-être le secteur bancaire et aller voir un petit peu, montrer tout ce qu'on peut mettre en avant. Il faut avoir de l'ambition. Peut-être que le bois a cette image un petit peu trop, on va pas dire archaïque. Le bois, c'est toujours bien. Pour nous, c'est innovation et tradition. Il faut garder un peu les pieds sur terre, mais un petit peu rêver. C'est ce qu'on a essayé de faire, je pense, aujourd'hui, et qu'on peut dire que, d'après les remarques que je reçois, on a éveillé et on montré un petit peu ce qui était possible de faire. Peut-être que le sport, qui est à l'origine aussi au centre de notre débat, on ne le voit pas encore directement, mais indirectement, on peut bien tous imaginer qu'est-ce qui serait possible de faire avec ces matériaux, que ce soit un cadre de vélo, que ce soit une raquette de tennis, que ce soit des balles de tennis avec des mousses ou autres. Donc un bon message d'espoir. On a vu que tout cela a un certain coût, donc il y a de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a besoin d'investissement, il a besoin aussi d'un soutien fort du milieu industriel. Je m'en rends compte dans tous les jours, quand on lance ces startups, il faut aller convaincre des partenaires, des financiers. Donc le message est passé, on l'a entendu plusieurs fois, qu'il y a des demandes en personnel, des demandes de financement. Donc n'hésitez pas à contacter ces sociétés. Et puis voilà, ce serait un petit peu le mot de la fin. Finalement, cette journée, elle introduit aussi les prochaines journées. On a vu des nouvelles technologies qui pourraient aussi être utilisées ensuite dans le domaine de la construction et dans d'autres domaines. Donc nous, on joue beaucoup sur l'aspect interdisciplinarité dans le secteur bois. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on s'ouvre et qu'on profite vraiment des collaborations dans le tissu des hautes écoles et universités dont on a la chance d'avoir ici en Suisse. Voilà pour les mots de la fin, mais avant de clore et de passer à la remise des prix, encore un remerciement de mon côté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, vous pouvez l'imaginer, ont aidé à monter ce programme. Seul, j'aurais jamais pu mettre ce programme sur place, et je voudrais d'abord remercier ma collègue Sophie Barren, s'il te plaît, qui est ici parmi nous. Qui a une énergie vraiment incroyable, je dois dire, jusqu'au dernier moment. J'imagine qu'elle a eu des sueurs froides, il y a eu des hauts et des bas, comme a dit notre ami Phil, mais je veux dire, c'était vraiment une coopération très très importante, et elle m'a aidé aussi vraiment à finaliser ce programme, parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a toujours tous des petits problèmes techniques de dernière minute. Également remercier mon collègue Andreas, qui a reçu le mandat il y a passé 3 semaines d'organiser un prix d'innovation. Donc c'est dit comment créer rapidement un prix d'innovation, et finalement j'espère maintenant qu'on a les résultats qui sont connus. Je crois savoir qu'on a les 2 candidats éligibles, les 2 sociétés. Donc merci aussi à Andreas pour l'organisation de ce prix. Et puis à côté, ma collègue Corinne, qui m'a aidé en dernière minute aussi à préparer toute cette feuille de route. Et voilà, toute l'équipe derrière, bien sûr toute l'équipe autour de Philippe, de Cedotech et le comité d'organisation. Pour moi, se clôt cette journée avec un très 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 bon sentiment. Je suis impatient de voir aussi demain tout ce qui sera discuté. Et sur ce, ben voilà, je voudrais clore cette journée. Je ne sais pas si mon collègue Philippe est dans la salle et veut dire encore. Non, il est déjà monté. Alors, il revient. Et ben voilà, la transition est toute faite. Alors, je pense qu'on est en plein dans les temps pour enchaîner. Je ne sais pas, voulais-tu encore faire un petit mot de... Merci. D'accord, alors je te donne la parole.